On entend déjà les coups de feu, coups d'œil. Sur Radlands, c'est parti. Arrêtez de vous battre. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je m'appelle Julien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un jeu dont on voulait tout spécialement vous parler. On vous parle aujourd'hui du jeu d'affrontement dans un post-apocalyptique à la Mad Max. On vous parle de Radlands. C'est parti. Let's go! Radlands est donc un jeu de cartes d'affrontement pour 2 joueurs, comme tu l'as dit dans la thématique de Mad Max, pour les cinéphiles, combiné avec Cyberpunk 2077 pour les gamers. Vous mélangez les deux, vous les malaxez, et ça vous donne Radlands. Radlands, c'est un jeu de Daniel Piatchnik. Daniel Piatchnik, vous le connaissez peut-être pas, mais en fait, il a participé au développement de Magic. Alors, Magic l'Assemblée, par contre, ça vous dit clairement quelque chose. Vous savez, le jeu de Richard Garfield? Rien que ça. Et vous allez jouer des parties qui vont durer entre 20 et 40 minutes pour des joueurs de 12 ans et plus. Il y a 3 illustrateurs qui ont participé au jeu, Manny Tremblay, Mr. Cunnington et Damien Mamoliti. Il s'en souvient, le gars, machine. Dans Radlands, chaque joueur va donc incarner un clan dans lequel il va avoir 3 camps qu'il va falloir absolument défendre, puisque pour l'emporter, il va falloir détruire en premier les 3 camps adverses. Pour défendre ces camps que vous avez devant vous, vous allez pouvoir utiliser des personnages. Ces personnages sont piochés dans un paquet de cartes qui va être commun. Pour essayer de mettre à mal votre adversaire, vous allez aussi pouvoir jouer des événements. Ces événements et ces personnages, vous allez les jouer grâce à une seule ressource, l'eau, qui est carrément rare. On peut se le dire dès le départ, vous allez manquer d'eau. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pour vous détailler un tout petit peu plus le principe du jeu, nous avons besoin de rentrer dans l'anatomie d'une carte. Oui. Aussi bien une carte personnage qu'une carte événement. Sachez tout d'abord que vous allez avoir des camps qui sont positionnés devant vous et ces camps sont asymétriques. Vous les avez choisis, parmi 6 dès le début de la partie, vous en avez pris seulement 3 pour vous donner déjà un petit goût de rejouabilité. Et les 3 camps, vous allez les disposer devant vous pour faire 3 colonnes distinctes. Après, vous allez pouvoir jouer les personnages devant ces camps pour pouvoir en faire en quelque sorte des boucliers de camp, de la chair à canon. C'est vraiment ça. Vous allez essayer, grâce à ces cartes-là, aussi bien d'utiliser leur capacité pour combattre les camps de votre adversaire et les personnages de votre adversaire, que finalement protéger vos propres camps qui se trouvent derrière. Sur les cartes camps, vous allez déjà avoir un petit picto qui va vous donner le nombre de cartes que vous allez avoir en tout début de partie. Et ce n'est pas tout, puisqu'on l'a dit, elles sont asymétriques, ces cartes camps, et elles vont vous permettre d'activer des capacités en payant les ressources en eau, justement. Elle peut en avoir une ou plusieurs. Si on s'intéresse particulièrement à une carte de personnage, vous allez retrouver sur la partie gauche son nom. Au-dessus de son nom, vous allez avoir son coup en eau. Au-dessus, vous allez avoir sa capacité si jamais vous choisissez de vous défausser depuis votre main de cette carte. Une capacité qui sera utilisée de manière directe. Et finalement, la partie basse pourra contenir aussi bien ses capacités que ses différents traits à l'intérieur des crochets verts. Et enfin, on aura le 3e type de cartes qui sont les cartes événements. Comme les personnages, vous allez avoir son nom sur la gauche ainsi qu'au-dessus son coup afin de pouvoir l'activer. La petite particularité des événements, c'est que vous allez pouvoir les mettre sur la gauche de votre espace de jeu. Il va y avoir la petite bombe en partie centrale de la carte qui va vous donner le nombre de tours à faire avant que celle-ci s'active. Et sous cette petite bombe, vous allez retrouver son effet d'activation tout simplement. Certaines capacités ou certaines activations vont vous permettre de positionner des punks. Visualisez ça comme une carte face cachée qui n'a qu'un seul point de vie. Si jamais elle est blessée, elle sera complètement détruite. Là, c'est la vraie chair à canon. Là, c'est... Hop, je me mets... mort. Maintenant, vous connaissez déjà tous les types de cartes que vous allez rencontrer durant une partie. C'est déjà pas mal. On va s'intéresser maintenant à la manière dont on va les positionner devant nous. On vous l'a déjà dit, vous allez avoir 3 colonnes qui représentent vos différents camps et vous avez 2 lignes qui sont superposées à cet espace pour pouvoir positionner vos cartes de personnages. Si votre compte est bon, vous êtes normalement à 6 personnages maximum. Si vous en avez plus, vous n'avez pas compris. Il y a un problème. Vous êtes nuls, ok? Et donc, comme on a expliqué juste avant, vous comprenez tout de suite le système de bouclier des cartes personnages qui protègent les cartes personnages juste avant, qui protègent même vos camps juste précédemment. Vous, hey, oh toi là-bas!
On vous rajoute 2 petites cartes que vous allez avoir dans votre zone de jeu. Ces 2 petites cartes, ce sont le château d'eau. Le château d'eau va vous permettre d'avoir une eau supplémentaire pour les tours prochains, si jamais vous dépensez une eau pour récupérer cette carte. Ça peut être malin. La deuxième carte, ce sont les Guerrieros, qui sont justement l'événement disponible tout au long de votre partie. Vous allez pouvoir l'utiliser, cette carte-là, pour mettre à mal un des camps de votre adversaire. C'est un petit peu un lisseur de jeu, ce truc. On est clairement sur des cartes qui vont nous permettre en quelque sorte de faire plus 1 en eau et de mettre la pression de manière permanente à notre adversaire, en quelque sorte. Est-ce qu'on verrait pas-t-il comment qu'on fait un tour de jeu, peut-être? Maintenant que vous savez tout positionner, vous allez vous retrouver à comprendre comment on passe dans le tour de jeu. Première étape de votre tour de jeu, les événements. Vous allez faire avancer tous les événements qui se trouvent dans la colonne qui lui est réservée, d'une case vers votre adversaire. Et si un événement arrive au bout, eh ben il faut l'activer, activer l'effet de cet événement et poutrer la tronche à votre adversaire à la fin. En général, vous avez un petit sourire qui apparaît, parce que ça fait bien plaisir. Carrément. Seconde étape de votre tour de jeu, c'est l'étape du réapprovisionnement. Vous allez tout simplement piocher la première carte du dessus du deck, l'ajouter à votre main et réapprovisionner vos 3 petites gouttes d'eau afin d'activer vos cartes. Vous les rendez disponibles et ces 3 gouttes d'eau, vous allez essayer de les dépenser au mieux. Ça c'est le conseil, c'est pas vraiment un conseil. Un peu compliqué ça. Et la troisième étape, forcément, c'est la plus riche. Ce sont les actions. Dans cette étape-là, vous allez pouvoir jouer une carte que vous payez depuis votre main en payant clairement son coût pour la positionner. Vous allez pouvoir gaspiller une carte. Dans ce cas-là, vous vous défaussez directement d'une de vos cartes et vous effectuez le petit effet qui est en haut à gauche. Vous allez pouvoir payer 2 eaux pour piocher une carte. C'est cher. Ça vaut le coup. Oui. C'est cher. Vous allez pouvoir prendre le château d'eau ou encore utiliser une capacité. Toutes les actions qu'on vient de vous citer sont facultatives et vous pouvez les faire plusieurs fois. Vous pouvez aussi les faire dans l'ordre que vous voulez. C'est là où vous avez totale liberté. Mais vous avez que 3 ans. Sur ces cartes personnages, événements et camps, vous allez retrouver donc les différentes capacités à activer. Et il y en a plusieurs différentes qu'on va vous détailler assez rapidos. Déjà, les symboles vont vous indiquer avec une grande lisibilité ce qu'ils pourront faire. Si on parle déjà de ce qui va vous faire gagner, c'est clairement de détruire les camps adverses. Vous avez une capacité qui détruit des cartes. Bon, ça arrive jamais. C'est hyper rare. C'est vrai. Mais globalement, c'est possible. Ce qui va vous permettre de retirer une carte ou de retourner un camp adverse sur sa face détruite. Vous allez avoir une autre capacité qui est tout simplement d'infliger des dégâts. Quand on parle d'infliger des dégâts, ça va être sur le premier personnage d'une colonne qui est sans défense, qui veut dire qu'il n'a rien devant lui, ou s'il n'y a rien devant le camp, c'est directement dans le camp. Bravo. C'est là aussi où vous allez essayer de défendre correctement. Quand on parle de sans défense, ça devrait clairement vous faire peur. Vous devriez vous dire, mais il va me détruire mon camp. Gardez-le. Faites ce qu'il faut. Une autre capacité que vous avez, c'est tout simplement de blesser un personnage ennemi. Là, vous n'allez pas pouvoir vous attaquer directement au camp, mais seulement au personnage. C'est un petit peu la version infliger des dégâts en mode réduit, uniquement pour les personnages. Et lorsque ces cartes sont blessées, eh ben vous allez les mettre tout de suite à 90 degrés pour indiquer qu'ils ont bobo. Ce que vous comprenez, c'est que les cartes de personnages ont en quelque sorte 2 points de vie. Ah, sauf les punks. Les punks, ça mord tout de suite. Non, ça c'est de la chair à canon, on m'a dit. C'était paf. Et bien évidemment, vous allez avoir une incapacité pour remettre leur point de vie en entier, qu'elle se réactive au tour suivant. C'est tout simplement le rafistolage qui va vous permettre de remettre votre carte à 90 degrés. Rafistoler, ça peut être le moyen aussi de refaire gagner un point à vos camps, puisque vous vous retrouvez de la même manière que les personnages lorsqu'ils ont eu un dégât, incliner votre camp. Et bien cette fois-ci, vous pouvez le remettre droit. C'est super important parce que je vous jure que quand vous avez un camp qui est incliné, c'est la pression au maximum. Ça fait peur. Des effets d'activation, il y en a d'autres. Vous allez pouvoir piocher, vous allez pouvoir recruter un punk en piochant la première carte du deck pour la positionner dans votre zone de jeu. Vous allez aussi pouvoir récupérer de l'eau supplémentaire et finalement pouvoir déclencher des assauts. Les assauts vont être reliés directement aux cartes événements pour les faire avancer ou les mettre en jeu. Dans Radlands, il y a
un aspect qui est assez important, ce sont les cartes qui sont prêtes ou pas prêtes. Il faut voir ça un petit peu comme si c'était un moyen de prévenir votre adversaire de l'arrivée prochaine d'un danger. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite. Tu la vois cette carte là? Dans le tour prochain, elle t'éclate la tronche. À moins bien sûr qu'un texte vous dise le contraire et qu'elle arrive prête. En général, elles arrivent, elles sont pas prêtes. Dès le début. Si vous venez de jouer cette carte, vous avez utilisé de l'eau pour la payer et cette eau-là vous permet d'indiquer, en la retournant sur son petit moins violet, que cette carte n'est pas prête. Et c'est seulement à la fin de votre tour que vous allez mettre votre zone de jeu à 0 et où toutes vos cartes vont se réactiver, sauf si elles sont blessées. Vous allez vous retrouver aussi à ne pas pouvoir utiliser une carte que vous venez de rafistoler ce tour-ci. Vous n'allez pas pouvoir non plus utiliser à nouveau une capacité que vous venez d'utiliser ce tour-ci. Et là, on parlera encore du fait qu'elle ne soit pas prête. Et vous allez voir que du coup, ça amène un côté quand même assez casse-tête et assez stratégique tout au long de votre partie. Faites bien attention si vos cartes sont prêtes ou pas prêtes, et essayez de rendre les cartes de votre adversaire plutôt pas prêtes. C'est mieux pour votre santé à vous. La fin de partie arrive lorsque vous ou votre adversaire perd son ultime troisième et dernier camp. Ça signe l'arrêt du jeu. Le premier qui détruit les camps de son adversaire remporte la partie. Vous pouvez le fêter parce que clairement ça fait plaisir, c'était tendu, vous avez vu peut-être passer une grande partie du paquet de cartes et qui, je vous le rappelle, est commun. C'est aussi ça le cœur du jeu. Dans un paquet de cartes commun, on ne pourra pas toujours accuser la chance. Ah, et petite indication, le paquet de cartes commun fait 66 cartes. Si vous passez le deck 2 fois dans la partie, match nul. Vous avez joué à peu près 40 minutes quand c'est dans ces conditions-là. C'est pour ça aussi que le jeu est badgé de 20 à 40 minutes. Si vous prenez une grosse pilée, c'est en 20 minutes que vous allez prendre cette grosse pilée. Si c'est beaucoup plus tendu, vous allez rester dans la partie. Ah, vous avez des cartes bombardement, ça attaque direct les 3 camps, bim bam boum, finito pipo. On va jouer à un autre jeu. Quoique non, on recommence parce qu'on a envie de recommencer en vrai. C'est là aussi où il est très particulier en termes de sensations. Vous avez tout de suite envie de savoir quels sont les autres camps. Qu'est-ce que vous voulez essayer de faire comme combo de cartes? Ne vous y méprenez pas, Radlands est tout de même un jeu initié. Il y a besoin déjà de bien savoir gérer une ressource, l'eau, qui est rare. Vous allez avoir besoin aussi de gérer vos différentes cartes et d'en comprendre les capacités. Pas toujours évident. De les faire rentrer en synergie, c'est-à-dire de vraiment en profiter au maximum et d'optimiser au mieux aussi bien leur placement que leur activation sous la forme de différentes capacités. Ouais, votre gestion de main va être méga importante parce que vous allez pouvoir non seulement jouer vos cartes en payant leur coût en eau sur votre zone de jeu, mais si vous le voulez, vous pouvez défausser toutes vos cartes en utilisant l'action de gaspiller pour faire tous leurs petits effets. À tout moment, vous vous retrouvez sans carte, vous en piochez qu'une seule en début de votre tour, vous pouvez vite vous retrouver en mode survie. Le jeu a une très belle montée en puissance puisqu'on va se retrouver aussi à sentir qu'on perd ou à sentir qu'on gagne. Et ce qui est aussi du coup intéressant avec ces camps, c'est que comme on vous l'a dit en tout début de vidéo, ils sont asymétriques, ils ont des capacités, et vous en avez 34 dans le jeu, c'est-à-dire qu'en termes de rejouabilité, c'est assez fou. Au niveau des sensations de jeu, si on devait rentrer dans le détail, c'est clairement un jeu de combo. Vous essayez de mettre en synergie, je vous le répète, les différentes cartes pour pouvoir les activer de la meilleure manière. Essayez de casser les combos de votre adversaire. Tout, normalement, est visible. Lorsque vous allez avoir des arrivées en jeu, vous allez pouvoir prendre normalement un petit temps pour y répondre pendant votre tour. Essayez d'anticiper tout ça. Il y a toute une stratégie et toute une mise en place qui va se faire dans votre tête selon les cartes que vous piochez, etc. etc. Et vous allez voir que c'est pas si facile que ça, mais c'est super cool à jouer et à découvrir. Un des avantages aussi de Radlands, c'est de ne pas avoir d'effet de cartes à collectionner. Forcément, quand je le compare à Magic, vous allez pouvoir penser à oui, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme extension? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme petit paquet supplémentaire? Est-ce qu'il y a de l'aléatoire? Pas du tout. Vous vous retrouvez justement avec une absence de construction de votre paquet de cartes qui va vous permettre directement de passer dans le vif du sujet, la partie, et clairement défoncer les cartes de votre adversaire. Et moi qui adore les decks building, mais qui suis très mauvais en constitution de deck, autant vous dire que je m'éclate.
Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté de ce jeu sans vous parler de ses illustrations quand même. Les illustrations dans le style fluo, néon, Ouais. rose, bleu. Violet. On a vraiment la sensation d'être dans un monde post-apo complètement déjanté. Ouais, et puis le trait un petit peu comme ça, BD, etc. C'est magnifique. Ils ont fait un travail d'illustration, les 3 illustrateurs, incroyable. C'est vraiment très très beau. À chaque fois que vous allez jouer une carte, vous allez non seulement regarder ses capacités, mais aussi un petit peu la contempler. Ouais. Et si jamais vous n'en avez pas assez de la boîte de base et que vous voulez une version un petit peu plus léchée, un petit peu plus haut standing, sachez que sur le site de LuckyDogGames.fr, vous allez pouvoir précommander la version Deluxe qui vous ajoute en plus des petits tokens améliorés en plastique ainsi que les fameux et très beaux playmats, les tapis de jeu pour pouvoir vous la coller avec votre adversaire. Mais si vous vous en foutez d'un matériel incroyable, vous allez pouvoir trouver la version de base en boutique. Vous l'aurez compris, Radlands est un jeu... Putain, j'ai un bel accent anglais sans déconner. Allez, vous en voulez un peu? Dance. C'est un jeu qui nous a extrêmement plu, il fallait qu'on vous en parle en vidéo, c'est chose faite. On l'attendait depuis Vichy, à le moment où on le découvre, on est déjà extrêmement impatient de pouvoir vous faire une vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous envoie plein... Qu'est-ce qu'on leur envoie? On leur envoie rien du tout. Ah ouais? Non, Bah rien, que dalle, allez. Je suis pas sympa. Merci. Pas sympa. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire pour nous dire si c'est un jeu qui vous plaît, si c'est un jeu que vous connaissez déjà puisqu'il était en campagne Kickstarter il y a un petit moment maintenant. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la miniature, par exemple. Oh, attention, ça va juger là. Enfin, jugez. Je suis là Ah ouais. pour prendre les jugements Ok, juger. et apprendre. C'est incroyable. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo et en attendant bien évidemment, Jouez bien. jouez malin. Ciao! Oh God, he's coming back.